c'est pas des discussions faciles à avoir, je trouve, dans cette configuration, et surtout, c'est pas, enfin, on est face à une tâche difficile finalement, qui est à la fois d'ouvrir une discussion. Enfin voilà, on pose des questions pour ouvrir une discussion, mais comme l'échange va se faire sur un assez long moment, ça peut donner une impression presque un peu de verticalité qui est pas notre intention. Mais moi j'ai quand même à ce stade envie de quand même partager déjà un peu une critique ou une inquiétude par rapport à ce sentiment de peur. C'est que il faut avoir peur, et cette perspective d'effondrement fait peur, et on vit déjà aujourd'hui, notre monde, et beaucoup d'habitantes et d'habitants de notre monde vivent aujourd'hui déjà des expériences qui font très peur. Et quand tu disais à l'instant, Geneviève, on ne peut pas se protéger d'une tempête à 300 km/h, on ne peut pas se protéger des incendies, même en Californie, les habitants des riches villas californiennes n'ont pas pu se protéger du feu qui a détruit leur maison, et pourtant c'est sans doute une des régions les plus riches du monde. Donc effectivement, il y a une vulnérabilité, on voit bien une vulnérabilité humaine, même des plus riches et des mieux dotés technologiquement, face à la destruction de leur monde direct. Mais j'aimerais bien qu'on prenne quand même un temps supplémentaire pour réfléchir à l'enjeu qu'est le déploiement d'un récit de la peur. Parce que finalement, il me semble, on peut distinguer les choses. Il y a ce qui fait peur, ce qui se produit, qui est terrorisant et effrayant. Il y a le récit qu'on en constitue. Et Pablo disait très bien au départ, finalement, l'effondrement, c'est un récit. C'est une manière, c'est une tentative de raconter un moment de notre humanité, qui est celui où on est confronté à voilà, ces catastrophes. Et je comprends très bien l'intention de ce récit, et la notion d'effondrement marque les esprits. Elle a cette vertu-là, qui est très importante, qui est un peu de justement faire réatterrir. C'est-à-dire, on n'en est plus à chercher des solutions. Parce qu'en fait, les solutions, elles seront toujours trop limitées. Donc l'enjeu est beaucoup plus grave que ça. Il est beaucoup plus important et beaucoup plus insondable, quelque part, beaucoup plus insurmontable que la recherche de simples solutions. Pour autant, est-ce que la meilleure manière de se protéger de ce qui fait peur, c'est de se faire peur? Est-ce que c'est la meilleure manière? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est vraiment, je partage, c'est pour ça que je dis la configuration est un peu difficile. J'aimerais partager avec vous une interrogation forte que j'ai par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que je trouve que je ne voudrais pas qu'on passe un peu vite sur tout ce que déclenche la peur. La peur n'est pas une émotion en tant que telle, c'est une émotion qui en déclenche mille autres. C'est un peu derrière, c'est un peu le jeu de domino, quoi. On appuie, la peur se déclenche, et derrière la peur, elle provoque plein de choses. Et dans les choses que provoque la peur, elle provoque la volonté viscérale de se protéger. Mais de se protéger soi. Se protéger soi, ses enfants, ses parents. Protéger les autres, ça demande déjà un travail politique, intellectuel, humain, sans doute aussi spirituel, psychologique, intérieur. Ça demande un énorme travail. Ça ne va pas du tout avec mécaniquement, facilement. Et c'est pour ça que ce qui m'inquiète un peu, c'est de développer ce récit de l'effondrement et de nourrir ce récit de l'effondrement à un moment où, dans nos contrées européennes, on vit quand même tous les jours une montée des xénophobies très forte. Voilà, on a 1000 exemples. Et c'est pas que en Hongrie et en Pologne, ça commence dans nos villes et dans nos campagnes. Donc on a ce moment de très forte montée de xénophobie, en tout cas de très forte présence, de très forte expression de la xénophobie, du rejet de l'autre. Voilà, tout le monde ici est très conscient, j'imagine très bien, du scandale politique et de la honte absolue qu'est la manière dont l'Europe ferme ses portes à ces centaines de personnes qui meurent en Méditerranée, donc qui sont déjà dans l'effondrement, enfin au-delà de l'effondrement, c'est-à-dire eux ils ont déjà tout perdu. Et je voudrais, comment dire, moi ce qui m'inquiète c'est que, plus
on parle d'effondrement, et ben plus que ça risque d'être reçu dans ce contexte-là, politique, très fermé, individualiste, isolé, que ça nourrisse un chacun pour soi. Et je sais bien que ce n'est pas du tout l'intention de Pablo, donc je ne veux pas du tout dire que c'est ce que je reproche à ton discours et au travail que vous faites, qui me semble important, hein, et au livre que vous sortez, que je n'ai pas lu. Donc ce n'est pas une critique de vous, c'est juste la question de la réception, en fait, de cette notion d'effondrement dans le moment social et politique qu'on vit, me paraît mériter beaucoup plus que l'acceptation un peu... Enfin, il ne faudrait pas accepter facilement cette notion de peur, quoi. Elle peut déclencher derrière des choses, à mon avis, très inquiétantes. Et surtout, qui ont des conséquences directes, tout de suite, maintenant, contre des personnes qui, elles-mêmes, ont déjà subi cet effondrement ou sont en train de le vivre. Et donc c'est pour ça, peut-être un peu plus tard dans la matinée, ça m'intéresserait d'entendre Pablo ou peut-être d'autres sur la question de la survie. Voilà, comment est-ce que la pensée de l'effondrement n'est pas uniquement une pensée de sa survie? J'entends très bien l'intention, mais du coup, hyper concrètement, comment on fait? Je pense que c'est, moi ça me paraît aussi urgent de réfléchir à ça et de partager ensemble ces réflexions, aussi urgent que l'éducation de chacune et chacun à cette perspective de l'effondrement. Voilà, c'est la première proposition de début d'atelier.